Bonjour à tous et à toutes. Ouais. Bonjour, bonjour à toutes et à toutes de vous être, de vous être connectés pour ce webinaire de redevabilité. Peut-être vous dire que les équipes opérationnelles de la commission ECOFI, les équipes de la participation, la direction de la participation citoyenne, Martin et moi-même sommes très heureux de vous retrouver, de vous trouver ou vous retrouver aujourd'hui pour, à presque un an du vote de l'avis financement des associations, un enjeu démocratique, une urgence démocratique, eh bien vous faire vous rendre compte, et c'est dans ce cadre-là que c'est un séminaire de redevabilité, comment le questionnaire, vos réponses au questionnaire, votre participation à la journée délibérative, voir les autres phases de promotion de participation aux auditions ont enrichi et ont été la base de la construction de la vie et des décisions et des préconisations des 20 préconisations qui y sont portées. Mais on y reviendra. Simplement vous dire que ce webinaire est enregistré. Qu'il sera diffusé sur YouTube dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez pas que vos noms et votre visage apparaissent, nous vous invitons à couper vos caméras pour que votre droit à l'image ne soit pas utilisé. Et il sera, ce webinaire, disponible en replay. Je vais vous demander, mais je pense que vous l'avez tous fait, de couper vos micros. Mais on est tous habitués à ça maintenant. Et ensuite, vous dire qu'on sera dans une phase d'interaction, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de poser des questions ou de nous interpeller, Martin et moi-même, dans le chat. Mais merci de bien vouloir attendre la fin de la présentation, que nous nous engageons à faire rapide pour commencer à poser vos questions ou vos remarques, c'est-à-dire on le fera autour de 14h, 14h15. Et suite à notre rencontre de cet après-midi, eh bien, tant le diaporama qui va vous être diffusé que la grille de redevabilité, on y reviendra, seront mises à disposition sur le site du CESE. Donc, voilà pour les éléments pratico-pratiques de l'organisation et de la tenue de ce webinaire. Et sans attendre plus, eh bien, je vais passer la parole à mon co-rapporteur Martin Baubel pour qu'il vous rappelle quelle était la problématique à laquelle nous avons souhaité répondre dans cet avis du CESE. Merci Dominique. Moi déjà, tout d'abord, je me joins à Dominique pour vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses. On était près de 300 inscrits sur le webinaire, donc on peut s'imaginer une bonne centaine, 120, 150 aujourd'hui. Donc c'était un peu l'enjeu d'être discipliné sur les questions, parce qu'on s'est donné 30 minutes de temps de réponse, de temps de réponse aux questions. Et puis, moi, je vais avoir le premier rôle là de vous expliquer comment cet avis est né. Et donc, en gros, l'avis sur le financement des associations est né globalement post-crise Covid, de l'idée que les associations avaient été en première ligne, avec évidemment un certain nombre de services publics, et qui vivaient un moment un peu difficile, c'est-à-dire la période d'inflation qui a suivi. Et de cette période d'inflation sont nées un certain nombre d'alertes, principalement pour certaines très médiatiques, comme celle des Restos du Cœur, comme celle d'un certain nombre de secteurs associatifs qui ont fait une alerte dans le journal Libération, et ce qui a poussé le CESE à se saisir du sujet. Voilà. Sujet qui se trouve finalement être je dirais, plus d'actualité que jamais, avec les dernières discussions budgétaires, et possiblement les discussions budgétaires qui pourraient suivre, principalement face au sujet d'actualité de la défense. Et donc voilà, vous dire que ce travail est né globalement d'une tendance conjoncturelle, mais qu'il est aussi né je dirais, une considération plutôt structurelle, parce qu'on savait depuis 15 ou 20 années que l'évolution des modes de financement du monde associatif posait un certain nombre de problèmes, que ces évolutions sont principalement qualifiées dans notre travail comme des évolutions dites de marchandisation, c'est-à-dire de glissement progressif d'une logique de subvention
à une logique de mise en concurrence par l'appel à projet, par la commande publique. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'était d'analyser ça pour comprendre comment globalement l'organisation de la politique publique influencer et déterminer la capacité des citoyens à s'organiser sous forme associative pour répondre à des enjeux d'intérêt général. Donc après ce rappel du cadre dans lequel nous avons travaillé, ou du moins nous avons posé et proposé cet avis à notre commission Écofinance. Donc, vous l'aurez compris, un sujet porté par une commission sur tout ce qui est question économique et financière. C'est un avis qui s'est construit au fur et à mesure, c'est-à-dire on peut l'indiquer comme ça. Je pense qu'on avait pris ces termes-là lors de la plénière. On ne souhaitait pas et nous ne voulions pas d'un avis hors sol. C'est-à-dire que nous souhaitions nous baser pour travailler, que ce soit sur le texte des constats ou pour aboutir sur nos préconisations, nous appuyer sur une dynamique en plusieurs étapes. Donc, la première étape, ça a été celle propre à la commission, aux travaux de la commission, c'est-à-dire des auditions, 70 experts et responsables associatifs qui ont été auditionnés par les membres de la commission. Nous nous sommes déplacés vers des associations pour pouvoir échanger en direct et sur place avec que ce soit les responsables élus des gouvernances et ou les opérationnels, avec un débat qui s'est fait entre tous les membres de la commission et 10 responsables associatifs. Un petit peu pour vous donner le cadre et sans être longue, eh bien des petits groupes, un atelier de 2 ou 3 membres de la commission face à des responsables associatifs. Et là, une imprégnation totale, c'est peut-être presque le terme, si vous me le permettez, vie ma vie de responsable associatif soumis à toutes les contraintes qui sont celles d'une association aujourd'hui. Et pour nos collègues membres de la commission, ce fut une véritable immersion. On a consacré un temps spécifique parce qu'il nous semblait important que d'avoir ce temps-là. C'est un temps spécifique aux associations ultramarines et avec des échanges également très riches. Après ce premier temps, nous avons souhaité, et je pense que certains d'entre vous, et nous vous en remercions encore, ont répondu, envoyer un questionnaire à toutes les associations, un questionnaire qui a eu beaucoup de succès dans son nombre de réponses, mais qui nous a surtout servi tant sur la base des questions fermées que des verbatims, parce que c'est un questionnaire qui a été très riche déjà en piste de propositions, eh bien, nous a permis de construire la journée délibérative, troisième temps très fort de nos travaux, puisque nous avons convié 50 associations tirées au sort avec un souci de diversité de ces associations, de ne pas tant territorial que de projets associatifs différents, et qui pendant une journée, en sous-groupes, 5 sous-groupes, ont travaillé, ont échangé, y compris, et là encore, des membres de la commission, nos collègues étaient présents et participaient pour prioriser les pistes de solutions ou ce qu'on va appeler un peu plus loin des propositions. Nous avons poursuivi nos débats en commission, mais là, après, sur la base de la matière qui a été fournie par la journée délibérative. Nous avons donc pu poursuivre nos débats en commission ECOFI et nous avons travaillé à la rédaction du texte et des préconisations. Peut-être nous faut insister à ce stade-là, excusez-nous, voilà, donc j'en suis à la phase 5, l'étape numéro 5, eh bien, savoir que nous avons, avec Martin, avec l'équipe, travaillé sur un texte, mais nous avons eu et des préconisations, mais nous avons eu un travail ou des relations très interactives avec les membres de la commission, et surtout, comme nous avons un principe ici au Conseil économique, social et environnemental,
environnementale, c'est d'avoir des principes de lecture, première lecture, deuxième lecture. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout une possibilité pour les groupes, dans toute leur diversité et leur spécificité, de déposer des amendements sur le texte et sur les préconisations que nous avons formulées. D'ailleurs, un travail itératif avec les amendements qui nous ont permis voire de travailler et de rajouter des préconisations. Mais c'est aussi dans ce cadre du travail itératif que nous avons, pour certaines propositions qui avaient été formulées, mais on y reviendra un peu plus tard, que la Commission a décidé que telle piste ou telle préconisation que nous aurions pu formuler, Martin et moi-même, et sur la base de votre travail, de ne pas la retenir parce qu'elle ne faisait pas consensus le plus large possible. Et enfin, on est arrivé à la séance plénière, donc le 20, je ne sais plus la date, au mois de mai, et ce vote avec une présentation et surtout un vote à l'unanimité sans abstention de tous les conseillers et conseillères présentes. Donc voilà, un travail très itératif sur pratiquement un an et sur lesquels on va revenir pour vous expliquer comment le texte finalement a été soumis au vote en plénière. Merci Dominique. Il est possible que vous n'ayez pas vu l'intégralité du PowerPoint qu'on projetait. On s'excuse, ça redémarre à partir de maintenant. Du coup, moi là, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on a rattaché les travaux en commission avec votre participation, participation donc au sein du questionnaire et au sein de la journée délibérative. Peut-être déjà quelque chose que je rajoute sur le questionnaire, on a reçu 6500 réponses, donc c'était vraiment énorme. Dominique a dit qu'on a eu une grande participation, mais je voulais le chiffrer parce qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir autant. C'était le symbole d'un intérêt, mais c'était aussi le symbole d'un moment d'inquiétude pour le monde associatif, et ça se vérifie de plus en plus. On vous parlera plus tard de nos présentations de rapports, des conférences qu'on organise et du lien qu'on peut avoir aujourd'hui dans ces conférences avec les responsables associatifs en France. L'inquiétude est grandissante, mais quelque part, elle nous a permis de rentrer vraiment dans le détail des préoccupations et de la réalité du quotidien des responsables. Et donc, notre travail, nous, en tant que rapporteurs, étant de pouvoir faire ce lien entre les débats politiques de commission et ce qu'on a pu tirer comme substance du questionnaire et de la journée délibérative. Peut-être vous présenter un peu nos contraintes de travail à l'intérieur de cette commission. Notre contrainte au sein du CESE, pour cet avis-là, c'était maximum 20 préconisations. 20 préconisations, c'est déjà plutôt beaucoup pour un avis. D'ailleurs, Dominique, au démarrage, on s'est dit qu'on allait partir plutôt sur 15. Sauf qu'à la sortie du questionnaire et de la journée délibérative, on en avait à peu près 41. Donc, on a dû faire un choix. Et en fait, notre choix sur les préconisations qu'on a sorties dans cet avis s'est tourné principalement sur des préconisations d'évolution législative et des préconisations d'évolution budgétaire. Je vous donne un exemple de ce qui aurait pu être fait et ce qu'on a assez peu fait. Par exemple, ce sont des préconisations qui tournent vers l'évolution des pratiques ou la construction de dispositifs de formation pour des agents de collectivités territoriales. Et typiquement, ce type de préconisation n'a pas été prioritaire pour nous parce qu'il nous semblait qu'il était nécessaire pour qu'un changement réel opère, qu'on pousse à faire changer et la loi et l'approche budgétaire du monde associatif. Voilà, donc ça, c'est un peu le cadre de la contrainte. Et on va rentrer un peu dans l'exercice de redevabilité. On va vous expliquer, Dominique et moi, comment ça s'est passé, mais aussi quel genre de propositions sortent de cette période de consultation et comment est-ce qu'on les a traduits, nous, au sein de la commission et puis de manière plus générale au sein du CESE. À la sortie du questionnaire, on avait à peu près une quarantaine de grandes pistes qu'on a traduites pour la journée délibérative dans laquelle on a tiré au sort 50 associations. On a essayé d'être le plus représentatif possible de la diversité associative. Donc on s'est organisé une journée entière avec une cinquantaine de personnes, plus les personnes de la commission, 5 groupes de travail, nos 41 propositions passées à la moulinette, avec pour objectif d'en sortir 11 prioritaires. Voilà. Sur ces 11 prioritaires, on a réussi, Dominique et moi, plus un certain nombre de personnes dans la commission, mais même on pourrait dire la totalité de la commission, à en reprendre 8 de manière, je dirais, totalement égale,
et 3 qu'on a partiellement remaniées pour qu'elles soient plus adaptées soit au langage CESE, soit, je dirais, à l'équilibre politique à l'intérieur de notre commission. On a fait un petit calcul il n'y a pas longtemps. Parmi les 41 propositions, on en retrouve 73% dans nos 20 préconisations. C'est-à-dire, en fait, on a aussi fait un peu l'exercice de synthétiser ou alors de répondre à des intentions politiques dans ces propositions au travers de nos préconisations, sans reprendre mot à mot ce qui nous a été proposé. Voilà. Vous dire aussi que les 27% qui aujourd'hui ont été évacués, elles l'ont été principalement parce qu'on n'avait pas beaucoup de place, parce que là-dedans, il y en avait beaucoup de valables, et il y en a assez peu qu'on a évacués parce qu'elles ne faisaient soit pas consensus politique au sein de notre commission, soit parce qu'on les aurait considérées comme étant trop mineures. Donc globalement, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'en fait, ce travail de participation a été extrêmement fonctionnel. Extrêmement fonctionnel pour, tirer les constats, mais aussi pour tirer des solutions et des hypothèses de solutions en provenance, en gros, de la réalité du quotidien des responsables associatifs, qu'ils soient bénévoles ou salariés. À toi, Dominique. Oui, alors à ce stade-là, parce que nous ne pouvons pas non plus, dans ce webinaire, être exhaustifs sur les 41 propositions qui ont été formulées. Martin vient de vous le préciser. Eh bien, nous avons donc nous avons classé ces préconisations et vous avez classé ces propositions en prioritaire. Elles sont au nombre globalement au nombre de 11. Là, on ne va pas, et en fait, en fonction sur les 5 groupes qui avaient été constitués, là, on a fait un exercice de synthèse de ces propositions et on n'a pas repris in extenso l'ensemble de vos propositions. Là, juste un petit focus sur la grille de redevabilité dont je vous ai parlé il y a quelques minutes au début de notre présentation, de l'ouverture de ce webinaire. Sachez que cette grille de redevabilité, dans son ensemble, c'est-à-dire avec vos pistes de propositions prioritaires, ainsi qu'avec toutes les autres pistes de propositions, ont été passées au crible d'un certain nombre de critères mentionnés dans l'avis, retenus intégralement, retenus pour partie et non retenus par la commission. Et en face, et dans la dernière ligne, vous trouverez les préconisations qui font écho, en fait, à l'ensemble des pistes de propositions que vous nous aviez, qui ont été formulées dans cet entonnoir questionnaire et ensuite journée délibérative. Voilà pourquoi là, cet après-midi, on va vous donner des exemples de propositions prioritaires. Et dans ces propositions prioritaires, a été mis en avant le besoin de revoir les relations entre les pouvoirs publics et les associations. C'est comme ça que vous avez proposé que soit abrogé le contrat d'engagement républicain. Vous avez également proposé de rendre opérationnelle la charte des engagements réciproques entre l'État, les collectivités territoriales et les associations pour une promotion de culture de confiance, de transparence. Enfin, vous avez été très précis. Était attendu par cette deuxième proposition, eh bien, nous retrouvons en fait en ce qui concerne cette première proposition, eh bien je pense que vous y avez été sensible. On a une préconisation 16 qui demande l'abrogation du contrat d'engagement républicain et une substitution par la charte d'engagement. Et en ce qui concerne les sujets et on ne l'a pas repris là, mais tout ce qui est la charte et l'effectivité de cette notion de charte d'engagement, on a en plus des préconisations visant à revoir, à proposer des modèles de gouvernance locale ou entre les associations, l'État et les citoyens pour arriver ou pour proposer des instances de gouvernance, des collectifs de gouvernance où on soit sur de la co-construction et de la co-gestion des fonds qui vont vers les associations. Donc là, nous ne mentionnons que la préconisation 16, mais vous retrouverez dans la grille de redevabilité l'ensemble des préconisations. Et vous les avez sûrement déjà lues dans notre avis. Merci Dominique. Moi, je vais passer à un deuxième exemple. C'est l'exemple autour de la subvention. Par exemple, 2 propositions qui ont été qualifiées comme prioritaires, c'était la priorisation de la subvention de fonctionnement
avec insistance sur le fait qu'elles devaient être augmentées et sur lesquelles on devait limiter appel à projet, appel à manifestation d'intérêt. Une deuxième qui est relative à peu près au même sujet, c'est la pluriannualité des financements et sa sécurisation, y compris pour les appels à projet. Alors vous verrez que parfois on a des sujets qui s'entrechoquent. Et le fait qu'il fallait donc limiter les appels à projets, simplifier et mieux communiquer et puis aussi, plus de transparence, je le vois là, sur la question de l'accès au financement. Ça, c'est donc 2 propositions qui sortent de la consultation et nous, on l'a traduit, il me semble, en 4 ou 5 préconisations que je vais vous présenter juste après. La première, qui est une des préconisations, je dirais, un peu phare de cet avis, c'est un appel à l'augmentation des budgets publics sous forme de subventions en direction du monde associatif. On l'a chiffré pour la question des financements d'État parce qu'on savait le chiffrer. On n'a pas pu le chiffrer pour les financements des collectivités territoriales parce que nous n'avons pas aujourd'hui les chiffres et les statistiques qui nous permettent de savoir combien les collectivités financent les associations. Mais voilà, on a réussi à s'accorder sur une préconisation budgétaire d'augmentation des budgets sous forme de subventions au monde associatif, ce qui n'a pas été très facile en commission. Ça a été un sujet politique un peu dur. On était conscient du contexte politique et budgétaire du moment. On était déjà en train de parler de grandes réductions budgétaires en préparation du budget 2025. Et ça a été quand même un enjeu pour l'intégralité des représentations politiques du Conseil de dire il y a finalement un enjeu de cohésion sociale, un enjeu de démocratie qui reste important. Et par-delà les enjeux d'économie budgétaire, on peut réfléchir à trouver plus de moyens pour les associations. Voilà. Ensuite, on a des préconisations qui sont plus, je dirais, plus autour des règles qui encadrent la subvention. On en a une très ferme sur la pluriannualité, c'est-à-dire en appelant à la contrainte des respects des engagements des collectivités territoriales, principalement dans les conventions pluriannuelles. Sachant qu'aujourd'hui, la libre administration des collectivités territoriales permet, sur une convention pluriannuelle, d'en réviser et les montants et les modalités chaque année. On en a une troisième autour de la simplification administrative. Alors c'est vrai qu'on disait tout à l'heure qu'on a évité des préconisations, je dirais, de type un peu incantatoire. Celle-ci en fait partie, mais on pouvait difficilement se passer de le dire en réalité. Et ensuite, une quatrième qui nous semble aussi une des préconisations politiques majeures de cet avis, c'est l'appel, Dominique, vous le disiez, en fait, quelque part, un appel à repenser le lien entre pouvoir public et association, et principalement la gouvernance des politiques associatives, tant dans leur construction préalable que dans la construction de leur évaluation, mais aussi dans la gestion possible des financements publics qui leur sont dévolus. En gros, cette préconisation-là fait appel principalement à de la co-construction, mais aussi à de la cogestion. Et ce sujet de la cogestion, on le retrouve dans d'autres préconisations qu'on ne vous présentera pas là, mais principalement le fonds de mobilisation pour la vie associative. Mais globalement, notre message politique étant de dire qu'il est important de réformer le système redistributif en direction du monde associatif en incluant plus de cogestion et plus de participation des associations. Dernière préconisation qui est la 5e du sujet subvention, et je te la passe, Dominique. Oui, oui, cette préconisation, c'est notre préconisation 11. Alors, il y a des moments où on dit c'est notre préconisation phare. En fait, vous aurez compris qu'on a, avec Martin et avec la commission, quelques préconisations qu'on met en avant, non seulement parce qu'elles répondent à ce que vous nous avez, ce que vous avez demandé ou ce que vous avez fait, ce dont vous nous avez fait part comme inquiétude dans le questionnaire, mais aussi le jour de la journée délibérative. Donc là, c'est autour de la subvention, il y a son montant, il y a sa transparence, il y a tout ce que Martin vous a présenté, mais surtout, il faut aussi qu'on consolide la définition de la subvention et surtout en faire le mode de financement principal des associations pour casser cette dynamique que vous avez constatée, que nous avons constatée, celle de cette transformation des subventions ou de versement sous forme d'appel à projet et de passage par les commandes de public qui sont très délétères. On pourrait en débattre longtemps sur en fait la base même des associations, c'est-à-dire la définition du fait associatif par une association elle-même et
cassé avec un mouvement très vertical où les associations deviennent, j'allais dire, des exécutantes, je le dis avec beaucoup de guillemets, mais vous nous l'avez dit aussi, des pouvoirs publics. Et pour ça, ce qu'on souhaite et ce que voilà, nous portons, c'est qu'il existe une circulaire qui s'appelle la circulaire Valls et qui est pas forcément connue et une circulaire n'est pas forcément appliquée par toutes les collectivités ou les pouvoirs publics et donc de lui donner une base législative en inscrivant, et donc c'est une préconisation dans laquelle on inscrit ou on porte la possibilité de financer un projet à 100% de son coût économique. Je crois que vous nous l'avez dit et vous nous l'avez écrit, c'est vraiment très important de faire valoir cette possibilité-là. Pour permettant l'exclusion du financement, je ne vais pas tout vous lire, mais des initiatives associatives d'intérêt général du Code de la commande publique, parce que là aussi, il nous faut travailler sur ce qui rentre dans la commande publique et ce qui ne doit pas y rentrer. Et voilà, clarifier la notion de besoin d'autorité, ce que vous nous avez demandé aussi, alors peut-être ce n'est pas la même formulation, mais c'est la création d'un recueil d'initiatives associatives pour inverser la logique dont je vous parlais à l'instant et permettre aussi la valorisation du bénévolat dans les apports en fonds propres, sachant que sur le bénévolat, et on l'a mis dans la grille de redevabilité, des avis du CESE ont déjà porté des préconisations pour favoriser le bénévolat et l'engagement. Je vais passer au dernier exemple de reprise, mais peut-être juste avant. Là, on a vu deux gros exemples qui, en fait, sont un peu les deux gros sujets de notre travail. Un problème budgétaire et un problème de marchandisation. C'est un peu la contrainte, on l'a beaucoup dit, on l'a dit dans notre séance plénière, que les associations sont prises en étau entre une contrainte budgétaire d'une part et des règles qui, en fait, poussent à la mise en concurrence. Et donc, c'est un peu pour nous les deux, je dirais, les deux pierres angulaires. Un, on parle de budget. Deux, on rentre quelque part dans la technicité de ces règles-là. Mais finalement, ces règles ont beaucoup d'impact parce que petit à petit, elles changent la culture de l'agir politique. À la base, les règles poussent à la mise en concurrence par commande publique. Mais en fait, cette culture de commande publique, petit à petit, se déplace dans la culture de la subvention pour transformer des subventions de fonctionnement en appel à projet. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit c'est important de rentrer dans la technique parce que finalement, la technique fait changer la pratique et ces changements de pratique impliquent des changements culturels de relations entre associations et pouvoirs publics. Je reviens sur le troisième exemple, c'était le sujet de l'Union européenne qui touche beaucoup à cette question des règles de financement et de marchandisation. Là, vous voyez des propositions qui sortent de cette journée délibérative. Renforcer la possibilité pour les pouvoirs publics en Europe de faire usage de la subvention face aux logiques de marché et donc de mise en concurrence. Et deux, élargir le champ de l'intérêt général en Europe et assouplir la reconnaissance de l'utilité publique. Pourquoi ces sujets sont revenus? Alors, on n'a pas eu beaucoup dans notre consultation de retour technique. On a capté ce qu'on a pu parce que les sujets européens sont finalement assez peu connus et finalement très techniques. Et on les a traduits en deux préconisations. Une tournée vers les collectivités territoriales françaises et vers l'État qui consiste à appeler à ne pas appliquer les règles d'aide d'État au financement associatif. Quand on parle d'aide d'État, c'est un peu technique, mais c'est globalement les subventions sous forme de minimis. En fait, ce sont des règles qui limitent la capacité des pouvoirs publics à subventionner les associations en montant et en taux. Et la deuxième, elle est tournée vers l'Europe, c'est l'inclusion des activités associatives non lucratives dans le champ de l'intérêt général au sens européen. À savoir que dans nos travaux, on a identifié un problème pour les questions européennes. Les associations n'ont pas de statut reconnu, elles sont assimilées à des entreprises et elles sont de plus en plus considérées comme étant concurrentielles au monde de l'entreprise et donc devant être traitées comme telles. Et donc là, l'enjeu pour nous, c'est de dire il y a un enjeu européen de construire une case spécifique pour les associations œuvrant dans un champ d'intérêt général dans les cadres réglementaires et législatifs européens. Un point à date jusqu'à ce jour sur la promotion et le suivi de la vie.
Donc, allez, on peut le dire et on le redira. La vie, oui, on peut dire rencontre un vif succès, puisque voilà, vous avez quelques nombres et on est loin d'être exhaustif dans notre présentation aujourd'hui. Et merci à celles et ceux qui nous ont peut-être parmi vous demandé d'intervenir ou de venir porter l'avis. Et si on n'a pas encore répondu ou s'il y a des dates sont en cours de finalisation, merci de bien vouloir patienter. Donc, dire qu'on a eu 38 actions de promotion. Alors, avec une cible qui est très large. Et vous le verrez, on va aussi s'attacher dans la phase qui s'ouvre aujourd'hui à cibler certaines de nos interlocuteurs. Donc, un large public, ministères parlementaires, les Césaires, les associations elles-mêmes, les fédérations d'associations, les têtes de réseau, nous avons eu la chance, j'allais dire, et l'occasion d'aller porter l'avis. Donc, par exemple, on a les Césaires, je vous en parlais à l'instant, nous ont sollicité, par exemple, les Césaires de Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, celui de la Réunion, on y reviendra. On a été auditionné à l'Assemblée nationale, mais sachez que les liens avec les Césaires, pour nous, sont particulièrement importants parce que nombre d'entre eux ont déjà ont travaillé sur cette question-là et que c'est au cœur de leurs préoccupations. On a présenté l'avis au Conseil parisien des associations, c'est un des exemples. Des conférences qui ont été organisées, je vous le disais à l'instant, par des fédérations comme associative, mais aussi au niveau national, mais aussi en déclinaison, alors je sais pas, départementale et territoriale. Je pense plus particulièrement au mouvement associatif et à la Ligue de l'enseignement. Nous avons pu remettre l'avis, et nous avons demandé, nous l'avons fait, remettre l'avis aux conseillers auprès du Premier ministre. Je vais le synthétiser comme ça, puisque M. Dimitri Grigovski était conseiller auprès de M. Barnier, mais il est toujours conseiller auprès de M. Bayrou. Donc voilà, nous comptons bien que notre présentation soit utile pour la suite. Nous avons pu également le présenter au niveau du Sénat, au conseiller spécial auprès du président du Sénat, auprès de la conseillère de Marie Barzac, ministre des Sports, de la Jeunesse, de la Vie associative, et de Benoît Hamon, ancien ministre et président de SS France. Alors, je vous disais, c'est pas complètement exhaustif, mais nous avons mis les cibles prioritaires à ce stade-là. Peut-être un retour sur l'événement du 11 décembre 2024. Grosso modo, comment cet événement est venu pour nous? Vous le savez, les avis du CESE, pour être... en gros, le CESE n'a pas d'obligation... non, pardon, on va la refaire autrement. Les assemblées à pouvoir législatif, Sénat, Assemblée et gouvernement, n'ont pas d'obligation de reprendre les préconisations qui sortent du CESE. Donc, en gros, le CESE a pour rôle de pousser et de faciliter l'adoption dans la loi ou les évolutions de politique publique qui seraient pensées en son sein. Et donc, sentant un peu le contexte politique complexe, on a décidé d'organiser un événement de suite au sein de l'hémicycle. C'est d'ailleurs assez rare qu'on arrive à le faire pour des avis qui sortent du Conseil. Et cet événement posait la question de la suite. Principalement, poser la question de la suite, je dirais, principalement du portage par les associations et par leurs alliés. Donc, en gros, un peu l'enjeu, c'est quelle suite, mais surtout quelles alliances pour réussir. Et donc, ça a été un moment assez fédérateur dans lequel, globalement, s'est dit qu'il était important d'agir collectivement pour réussir à obtenir des avancées, et dans lequel a été émis un peu l'hypothèse d'évolution législative qui reprendrait des mesures du CESE.
Et donc, je me permets de compléter la diapositive d'avant, parce que vous voyez qu'on avait, notre titre, c'était comment concrétiser, parce que c'est souvent la question, et sûrement la question que vous posez encore, et que vous avez peut-être mis dans le chat, on n'a pas vu, mais dans ces temps forts, on a souhaité, sur le deuxième temps, je me permets d'insister, Martin, si tu me le permets, pour avoir le retour sur cette inquiétude sur les libertés associatives et le risque de perte de la liberté associative avec des paroles exprimées par des responsables associatifs européens et surtout de se persuader ou du moins de démontrer faire preuve de pédagogie dans cette deuxième partie de notre événement du 11 décembre qu'il nous faut, alors avec les alliances que vous voyez au-dessus, mais un travail de fond pour trouver les voies et moyens d'un nouveau cadre européen qui permette justement de porter ou de faire vivre tout ce que nous avons pu porter comme préconisation. Parce que le poids du cadre européen est celui qui, quand même, par moment, est utilisé par les pouvoirs publics pour ne pas changer pour aller dans des cadres ou des contextes qui mettent en péril la liberté associative, voire la capacité à verser des subventions. Voilà, je me permets juste de rajouter ça pour que vous voyez les deux temps forts, parce que faire alliance, c'est important, parler en collectif et faire aussi bouger le cadre européen. Alors, je voudrais faire un petit focus, mais sur le déplacement à La Réunion, on vous en a parlé, on l'a dit qu'on avait été vers des Césaires en fin janvier 2025, au-delà du fait qu'un franc succès et un succès très fort de mobilisation des associations, mais aussi des institutionnels et des élus lors d'une conférence, donc 180 participants, et des rencontres avec, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, vous allez trouver, mais ce lien avec le Césaire, par exemple, de La Réunion et d'autres acteurs comme le comité de la culture régionale de la culture, je crois qu'il s'appelle comme ça, et surtout un travail qui a été initié par le Césaire et que nous allons accompagner, accompagner pour qu'il puisse, lui, porter auprès de la collectivité territoriale des préconisations et des axes concrets. Peut-être vous parler un petit peu de la suite. Globalement, la vie a bientôt 1 an. On a donné le gros de notre temps de portage à Dominique et à moi, mais aussi du temps de certains conseillers et conseillères de la commission, parce qu'on n'a pas su, Dominique et moi, répondre à toutes les sollicitations des fédérations qui nous appelaient pour venir présenter la vie dans leurs assemblées générales ou à leur conseil d'administration. En gros, on s'est globalement concentré à transmettre le message, les constats et les préconisations aux responsables associatifs ou aux politiques publiques territoriales qui nous sollicitaient pour en parler. On n'a quand même évidemment pas boudé les liens avec gouvernement et parlement, mais ce qu'on se dit là aujourd'hui, c'est il est temps pour nous de s'orienter principalement vers les parlementaires. Voilà. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de véhicules législatifs vont arriver dans les temps qui viennent. Les débats budgétaires de 2025 ont été très difficiles pour le monde associatif et d'ailleurs, l'estimation qui est donnée aujourd'hui par le syndicat employeur de l'éducation populaire, le syndicat employeur de l'économie sociale et solidaire, c'est une projection à près de 220 000 emplois menacés par les budgets de 2025. Et on peut voir arriver évidemment les débats budgétaires de 2026 comme étant encore plus à craindre. Et donc, on s'est dit que là, maintenant, le temps, une fois que le message étant passé, une fois que, je dirais, le maximum de fédérations et de responsables associatifs ont saisi les sujets, participé au débat, était de se concentrer sur les rencontres avec les parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Voilà, ça va être un peu notre objectif dans les temps qui viennent. On va consacrer nos 6 prochains mois à ça. Et peut-être vous donner quelques chiffres, mais ça, c'est parce que surtout ne le prenez pas parce qu'on veut vraiment montrer que cet avis du CESE, il fait écho. Mais en fait, il fait écho parce que la situation budgétaire des associations et les risques qui pèsent sur les libertés associatives n'ont jamais été aussi
prégnante qu'en ce moment. Voilà, c'est quand même un avis donc qui a été, on vous le disait, qui est pas un avis hors sol. C'est aussi pour ça qu'il a été aussi largement, comme on dit, téléchargé, diffusé. Je ne reviens pas sur est toujours disponible sur le site du CESE avec des téléchargements toujours possibles. Il a été repris dans des fils d'actualité dont l'AFP qui quand même abreuve un certain nombre d'autres reprises dans la presse, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit régionale, voire locale ou professionnelle. Et notre avis a été mentionné dans des rapports, alors celui de l'IGF, IGESR en octobre 2024, et d'ailleurs nous allons avec Martin être auditionnés par les rapporteurs de ce rapport qui était poser la question du soutien de l'État en matière de vie associative, parce que c'est au cœur des questionnements de certains, et ce sur une demande de la Commission des finances du Sénat. Et Martin, vous parlez de la suite, l'axe qu'on va porter auprès des parlementaires. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu, dans le cadre des débats budgétaires, des reprises, des citations de notre avis, et qui a servi à un certain nombre de députés pour demander des améliorations, je vais le dire comme ça, dans le budget, ou faire preuve de leurs inquiétudes, de relais de vos inquiétudes. Et là, je me permets de dire de vos inquiétudes, puisque ce sont celles des associations sur le terrain. Donc voilà pour, je pense, à notre présentation. On va maintenant ouvrir les questions-réponses en vous précisant que vous pouvez aussi envoyer vos questions à l'adresse qui se mentionnée en bas de page, c'est-à-dire ecofin@lecese.fr, et y compris dans la durée, si vous avez des questions précises sur au sujet de cet avis du CESE, financement des associations, une urgence démocratique. À vous. Après, on les a. Peut-être le temps que les questions arrivent sur le chat, on en a capté une première. Ouais. Je la lis. Dans le contexte politique actuel, pensez-vous avoir une oreille attentive de la part des parlementaires à vos préconisations? Tu veux y aller ou j'y vais? Commence, je finirai. Je commence. Alors, j'aurais tendance à dire bien plus du côté du Parlement que du gouvernement. Principalement parce qu'en fait, dans les votes de budget, alors pour plusieurs raisons, mais il y a une raison qui est assez récurrente, c'est qu'en fait, dans les votes de budget, on voit assez mal les coupes qui sont opérées pour le monde associatif. On voit assez bien quand on coupe dans les politiques de l'emploi avec les coupes d'emplois aidés. Par contre, quand on coupe dans le budget des collectivités territoriales, on ne se rend pas forcément bien compte des effets que ça va avoir, parce que les collectivités territoriales font ensuite elles-mêmes le choix de leur propre coupe. Et on sait aujourd'hui qu'une partie des réductions budgétaires aux collectivités territoriales retombent sur le monde associatif. Et donc, on a pas mal de parlementaires qui peuvent être intéressés de savoir quelles sont réellement les conséquences du budget pour les associations. Et ensuite, on a un deuxième sujet assez allant du côté du Parlement. Alors, on le voit principalement du côté du Sénat, dont les élus sont les représentants des maires. Mais la logique de proximité, la logique de territoire est bien évidemment plus comprise du côté de l'Assemblée nationale et du Sénat que du côté d'un certain nombre d'administrations centrales, par exemple, ou parfois du côté du gouvernement qui porte sa responsabilité de réduction budgétaire assez fortement. Voilà. Donc, il y a quelque chose qu'on pressent dans nos rencontres politiques, principalement en ce moment au Sénat, parce qu'on s'y est beaucoup concentré, parce que le lien entre élus locaux et associations est très fort. C'est qu'il y a quelque part une considération forte pour l'engagement associatif, et cette considération est transpartisane. On retrouve une considération pour l'engagement autant à droite qu'à gauche, principalement au Sénat, d'autant plus dans un moment, et ça, en ce moment, je le dis assez souvent, dans un moment où les maires et les élus locaux vivent quelque part la même fatigue que les responsables bénévoles administratifs, associatifs, excusez-moi. On est dans un moment où les maires vivent une surcharge administrative, une surcharge de contrôle de gestion par l'État, une surcharge normative.
et que quelque part, c'est pas quelque part, les maires vivent aujourd'hui un désengagement progressif des élus, avec un risque pressenti sur les élections municipales, qui finalement est assez proche aujourd'hui de ce que les associations ont témoigné sur nos travaux en matière de désengagement face à la surcharge normative, administrative et aux contraintes budgétaires aux associations. Donc il y a là clairement un enjeu d'alliance entre les responsables politiques des territoires et principalement des petites villes, avec les responsables associatifs. Oui, j'essaye, oui, on essaie avec Martin de répondre à deux voix comme on a fait la présentation et surtout on découvre le chat. Peut-être sur cette question qui a été posée par Loïc, est-ce qu'on va aller vers l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et des régions de France? C'est vraiment, Martin a commencé à répondre parce qu'on peut faire le parallèle entre la liberté d'administration des collectivités territoriales que certains regrettent de ne plus avoir parce qu'on leur coupe les budgets ou ils ont des missions qui leur sont transférées sans les financements adéquats. Donc oui, on a mis les parlementaires en priorité, mais tout ce qui est associatif, tous les collectifs des élus locaux, nous allons également essayer de les rencontrer, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, si vous avez, vous, à nous proposer des noms de vos élus qui siègent dans ces instances-là, nous sommes preneurs parce que là aussi, les collectifs comme les associations de maires de France, ADF et ARF, eh bien, il faut qu'on cible le bon responsable associatif, et ce sont des associations eux aussi, pour aller les rencontrer. Et j'ai lu la question de vos inquiétudes grandissantes et le fait avec un lien en disant oui, si tout le monde est inquiet, on ne va pas jouer les bénis oui. On sait que c'est l'avancée, le travail sur une proposition de loi qui se travaille, je vais dire, en lien avec notre avis, mais pas ici au CESE. Hein. Je le redis, le CESE n'a pas vocation à faire des propositions de loi. Il nous faut donc trouver ces alliances, ces porteurs et rassembler surtout et y aller en ordre organisé pour travailler sur une proposition de loi qui puisse trouver la base la plus large possible pour être concrétisée. Et j'ai bien lu la question sur liberté associative, peuvent-elles être préservées si on va chercher des financements auprès d'acteurs privés à but lucratif. Bien, question particulièrement, je trouve intéressante. On ne l'a pas traité dans notre avis parce que c'était hors cadre de l'avis. Et j'oserais dire, mais là, je vais prendre ma liberté enfin, comme on le fait avec Martin, peut-être qu'il ne sera pas toujours d'accord avec moi. Mais à partir du moment où c'est... Alors, c'est de gagner d'abord le maintien des financements publics, d'être dans une démarche de co-construction, de co-gestion telle qu'on le préconise. Et oui, pourquoi pas, il y en a déjà d'ailleurs des financements privés, mais la question est peut-être à se poser, c'est dans quel cadre le financement privé. Si c'est pour être soumis à l'ordre vertical de l'entreprise privée qui finance, je pense que ce n'est pas forcément le bon chemin. Par contre, si ce financement est intégré dans un cadre je ne sais pas comment je vais le dire, un contrat de confiance où les deux parties, associations et entreprises privées et financement privé, sont bien compris et ne remettent pas en cause ou travaillent ensemble le fait associatif, pourquoi pas ? Mais c'est aussi la question de ne pas être que dépendant et de savoir co-construire à quoi sert ce financement. Ce n'est pas une piste que l'on promotionne. Ça a été un débat qu'on n'a pas ouvert. On a beaucoup parlé des fondations et on a parlé aussi on a une préconisation sur le mécénat qu'on n'a pas mis en avant là, mais parce qu'on ne peut pas tout faire, mais surtout d'inciter les TPE et PME
à être accompagnés sur leur mécénat. Parce que nombre de TPE et PME font du mécénat sans le savoir, financent des associations ou autres, mais ne disposent pas ou n'utilisent pas les dispositifs de mécénat qui existent, dont on demande d'ailleurs une amélioration pour que plus de PME et TPE y accèdent. Mais je suis sûre que Martin va compléter. Peut-être, il y a une préconisation que tu n'as pas amenée et qui, à mon sens, répondait en partie à la question. On en a une qui s'appelle le Fonds de mobilisation pour la vie associative. En gros, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour préserver les libertés associatives dans un moment où on glisse vers du financement privé. Notre message, il a été double sur cet avis. C'était de dire, si le système redistributif actuel, en gros, le mode de financement public actuel, se déplace dans une logique marchande, c'est une restriction de liberté associative. En fait, aujourd'hui, ce qui se joue sur le contrat d'engagement républicain n'est que la concrétisation de 20 années de transformation de relations entre associations et pouvoir public, où on était historiquement dans une logique ascendante, c'est-à-dire les associations s'organisent, proposent des solutions, définissent par elles-mêmes ce qu'elles veulent faire et font appel à l'argent public pour pouvoir financer le travail. Donc on était dans une approche ascendante qui était une forme de respect de la liberté associative. Notre message dans ce rapport, dans cet avis, c'est de dire cette transformation marchande vers la commande et l'appel à projet est déjà une restriction progressive de liberté associative. À la suite de ce constat, nous, ce qu'on dit, c'est il faut freiner ce mécanisme ordonnateur de marchandisation par la dépense publique, donc c'est-à-dire quelque part un peu rembobiner le film, et ensuite penser des nouveaux modes de financement et des nouveaux modes de gouvernance. Le sujet de la gouvernance partagée dans les instances territoriales et nationales nous semblait importante pour répondre à cet enjeu d'équilibre, de liberté et de relations, mais aussi on a donc cette préconisation qui est le Fonds de mobilisation pour la vie associative, qui était un peu notre réflexion de comment est-ce qu'on fait en dehors du système purement public et redistributif pour financer le monde associatif face aux enjeux de mécénat. Et donc on a imaginé un fonds unique, décliné en territorial si besoin, qui permettrait de capter la mobilisation financière des citoyens, mais aussi des entreprises et des fondations, dans une organisation co-gérée. C'est-à-dire, en gros, la critique qui peut être faite au mécénat, c'est qu'on peut donner parfois au capital le choix des orientations sociales, culturelles de l'action associative, et que là, l'enjeu étant de penser un système de gouvernance partagée pour faire un fonds unique dans lequel les contributions des citoyens et des fondations pourraient être versées. Et puis ensuite, comment préserver les libertés dans un moment politique très tendu, avec des élections à venir, possiblement à risque sur les questions de liberté. Eh bien, il y a l'enjeu de la mobilisation collective et politique. Nous, le CESE, on s'en préoccupe beaucoup. Et j'y réponds, je m'arrête, je te passe la main, Dominique, à une des questions que j'ai vues passer de comment est-ce qu'on peut se saisir de vos travaux. Mon message est double. L'avis du CESE est doté d'une petite synthèse. Surtout, n'hésitez pas à le lire, il est hyper bien écrit. Je fais clin d'œil aux équipes administratives qui ont très grandement participé à rendre cet avis très accessible. Donc surtout, n'hésitez pas à le lire, mais aussi, si Dominique et moi, on s'est donné du temps pour présenter ce travail au réseau, c'est pour que les réseaux infusent. Les réseaux associatifs transsectoriels ou sectoriels. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos réseaux pour savoir de quelle manière vous pouvez demain parler de cet avis. Voilà. L'enjeu pour nous, c'est avant tout de faire une boîte à outils pour les responsables associatifs. On pense et on espère avoir respecté la parole collective qui nous a été donnée. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'en saisir et à en parler. Même à vous le réapproprier. Voilà. Ben oui, alors, vous aurez compris qu'on travaille à plusieurs mains. Et tout à l'heure, j'ai oublié de remercier la direction de la communication. Voilà, j'ai vraiment, je me rends compte que j'ai fait une faute impardonnable quand j'ai cité les directions. Et pourquoi je fais le lien avec la direction de la communication? Parce que nous avons donc cette fameuse boîte à outils à disposition sur le site du CESE avec un grand souci. Notre préoccupation, c'est celle de rendre accessible
et compréhensible tout ce que nous portons. Et oui, je pense en faisant écho à ce que vient de dire Martin, la réponse, elle est presque dans la question, parce que vous nous demandez, envisagez-vous une communication, vulgarisation vers le grand public, notamment avec une question, et derrière, vous mettez vous-même la réponse, c'est-à-dire que Laure Davio Ben Mustapha écrit bien que le mouvement associatif Centre-Val de Loire organise actuellement ce type d'événement en mobilisant les médias. Et on croit, nous, beaucoup avec Martin, et on est convaincu que c'est la mobilisation dans les territoires et la mobilisation des adhérents des associations aussi. Faisons des adhérents des associations des parties prenantes et non pas uniquement, et je mets beaucoup de guillemets, excusez-moi, des consommateurs de services ou de ce que propose l'association pour avancer et leur faire prendre conscience qu'il y a un risque aujourd'hui et qu'il convient de porter la voix des libertés associatives et de l'importance des associations pour répondre à des besoins auxquels ni le public ni le privé ne peut répondre aujourd'hui et les associations étant un des piliers de la démocratie, puisque la démocratie, ce n'est pas uniquement le moment de vote, mais ce sont aussi tout au long de la vie de la société et je dirais au plus près des territoires. Alors, comment faire pour que les financements des associations ne soient pas une variable d'ajustement dans un temps plus acceptable, vivable, réaliste, soutenable? Je n'ai pas la réponse. Non, à part dire, continuons à se mobiliser, à porter et à faire connaître. Alors, il y a le grand public, mais y compris auprès des élus locaux. Je pense qu'il y a qui en sont pour certains conscients, mais je crois que c'est en faisant coalition, et vous le disiez vous-même, de tous ceux qui font confiance aux associations et puis aussi de ceux qui bénéficient des associations, j'ose le porter ce terme-là, et qui y participent, qu'on peut empêcher qu'il y ait une autre vision sur les associations que celle d'un coût, alors que pour ce qu'apportent des associations, c'est aussi une plus-value qu'on ne peut malheureusement pas aujourd'hui valoriser. On l'écrit dans notre avis, mais presque avec une phrase un peu raccourcie, et qui est que serait notre République aujourd'hui sans association, ou imaginons une France sans association. Quels seraient tous les pans culturels, sportifs, dans les apports, les réponses en termes de parentalité, d'accompagnement du grand âge, des personnes en difficulté, des personnes en grande pauvreté, si les associations n'étaient pas là? Voilà, c'est vraiment parce que les associations, elles ont aussi les dons de leurs membres qui viennent compléter les financements publics. Donc, il y a, oui, ce terme-là, enfin, je pense que poser la question que serait-on sans les associations est peut-être une façon d'ouvrir le débat autour des problèmes de financement et de ne pas en faire qu'un sujet de financement, ou de trouver des réponses uniquement par des milliers ou des centaines de milliers d'euros. Mais voilà, si les associations ne sont plus là, parlons y compris des associations de parents d'élèves. Allez, je vais jusque-là. Que serait-on aujourd'hui sans association? Peut-être, je reprends un peu, tu as parlé tout à l'heure de propositions de loi. C'est vrai qu'on entend de plus en plus de parlementaires nous dire que ça pourrait les intéresser de porter des textes législatifs qui font écho aux préconisations du CESE. Ce qui est certain, et je l'ai vu dans le chat tout à l'heure, à nous deux, on ne suffira pas. Et puis en plus, à nous deux, on a le rôle de représentation d'une institution qui doit se tenir à un rôle de conseil. Et donc, nous n'avons pas un rôle de législateur. Et donc, assurément, les travaux politiques qui pourraient venir prochainement pour construire des cadres de protection, des libertés associatives, deux, des financements, nécessiteront assurément la mobilisation de la société civile tout entière. Et là, pour le coup, nous, on a été très surpris de la mobilisation des associations sur notre appel. Et en fait, vous en êtes aujourd'hui toutes parties prenantes. Il n'est pas impossible que dans les mois qui viennent,
surgissent de nouveaux appels qui peut-être sortiront pas du CESE parce qu'encore une fois, le CESE a son rôle. Mais on pressent, nous, aujourd'hui, que les parlementaires s'intéressent à l'idée de pouvoir faire des portages idéalement collectifs et transpartisans d'un certain nombre de mesures qui sortent de cet avis, mais peut-être même au-delà. Voilà. Donc surtout, moi je pense un des messages, c'est l'importance étant de rester connecté et solidaire. D'ailleurs, là-dessus, pour moi, ça apporte aussi un élément de réponse à comment protéger les libertés associatives. Un des grands constats qu'on a tiré dans ce travail, c'est que globalement, l'association de sport ou l'association culturelle a les mêmes problèmes. Voilà. Et qu'en fait, on s'attendait avant de travailler, Dominique et moi, à tomber sur des problématiques de silos sectoriels, où chaque secteur étant dans son couloir de nage, négocier ses propres budgets sectoriels. Et en fait, on ne s'attendait pas à trouver autant de similitudes entre un centre d'hébergement d'urgence, un club de sport ou un club de bridge. Voilà. Et globalement, tout le monde dit la même chose. Et donc, en fait, un des enjeux au futur étant de faire en sorte que quand les budgets du sport tombent, possiblement, les structures de la culture se mobilisent. Quand les budgets de l'éducation prennent des coups, les structures de la petite enfance ou les structures d'accompagnement sanitaire et social se mobilisent. En gros, il y a clairement là pour nous un enjeu de retisser le lien qui rassemble les différents secteurs d'activité associative, qui est en fait le lien du fait associatif. Voilà. Et globalement, de la mobilisation citoyenne sur les activités d'intérêt général. Voilà. Et donc, pour ça, faire appel au réseau, je pense, principalement pour la technicité et puis assurément sur les territoires, quoi. Préserver du lien avec les autres associations et surtout, construire ou reconstruire le lien avec les responsables politiques des territoires qui, à un moment ou un autre, auront un rôle à jouer et parfois même des comptes à rendre sur cette période budgétaire complexe. Alors, peut-être dans le droit fil de ce que vient de dire Martin, mais j'ai vu vite fait passer la notion de à quand un Grenelle du sport. Et peut-être comme Martin appelait à ne pas à organiser aussi les plaidoyers de façon transverse et non pas uniquement dans les secteurs dans lesquels les associations ou les têtes de réseau sont légitimement positionnées. Moi, je me dis peut-être à quand un Grenelle des associations. Je préférerais ce terme plus généraliste dans lequel on pourrait bien sûr pourrait être abordé la question des associations sportives, des associations culturelles, des associations qui gèrent des services sociaux, voilà, ou des services à la personne. Retrouver cette logique de base, ce terrain, j'allais dire, qui est fondamental dans notre démocratie, où chaque association, quel que soit son secteur, sa taille et sa spécificité, avec d'autres, fasse valoir justement ce que sont les associations. Voilà, je pense que trop souvent, et c'est normal qu'on réagisse. Moi, je suis aussi dans mes engagements précédents, on réagissait, peut-être je réagissais mutuelle par mutuelle, mais non, quand il y a toutes les mutuelles parlent ensemble, ça porte plus que quand une seule va voir Bercy, par exemple. Eh bien, c'est pareil pour les assos. Voilà, j'en suis intimement convaincue. Et du coup, j'ai vu une question, alors elle n'est pas facile, hein, sur Bercy. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je l'ai vue passer quelque part en demandant c'est la notion d'intérêt général, de reconnaissance de l'intérêt général et de travail, que Bercy soit plus, alors je ne sais pas comment c'est écrit, soit plus souple ou quelque chose comme ça. Alors, je l'ai vu passer, hein. Excusez-nous, nous on voit le fil des conversations de vos questions défiler. Tac, tac. Mais sur la question fiscale, alors je vais le dire carrément, Martin, sur cette question fiscale, alors il y a, me semble-t-il, mais tu vas me rafraîchir la mémoire, une question sur voilà, il faudrait que la direction des finances publiques soit plus à même de pouvoir reconnaître le caractère d'intérêt général des associations, ce qui est loin d'être le cas, surtout dans le cadre des rescrits fiscaux
Et c'est vrai qu'il n'y a pas, en fonction des départements ou des régions, pour ce qui est de la DGFIP ou des RFIP, il n'y a pas forcément la même application de règles, enfin de ce qui est aujourd'hui la doctrine fiscale. Je vais parler de doctrine fiscale plutôt que de règles. Et oui, sûrement qu'il... Alors, on a auditionné Bercy. Mais nous n'avons pas, je dois dire que c'était une audition qui ne nous a pas apporté de pistes de préconisation et surtout d'un avis général, pas unanime, mais quasiment, voilà, on n'a pas trouvé le consensus sur des préconisations en termes fiscal, en termes de fiscalité. Tout ça parce que ça peut poser, ça pose des, voilà, il y a des avis tranchés sur la fiscalité entre certains collègues et d'autres. Je pense qu'il faut qu'on l'avoue, qu'on vous le dise, parce que c'est comme dans la société. Et donc, on n'a pas fait de préconisation d'ordre fiscal. Et aussi, parce qu'on a eu un conseil qui nous a été dit d'être très prudent dans la notion, si on voulait aujourd'hui faire bouger la doctrine fiscale telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, avec un risque encore plus dévastateur que les difficultés connues par les associations aujourd'hui, parce que c'était peut-être ouvrir, comme on a l'habitude de le dire, ouvrir la boîte à Pandore et ne pas s'en sortir forcément par le haut. Voilà, on vous parle en toute transparence. Considérer que le contexte politique n'était pas très adapté pour traiter d'une doctrine qui n'est pas juste un sujet fiscal, qui relève avant tout de l'intérêt général. En fait, c'était un de nos constats, hein, de se dire, est-ce normal que la notion d'intérêt général appliquée aux associations soit inscrite exclusivement dans un code des impôts et traduite dans une doctrine qui est exclusivement à la main du ministère des Finances. Voilà. Donc ça a été un sujet politique qu'on a introduit dans notre commission. On s'est posé la question de ne pas laisser exclusivement Bercy toucher ou arbitrer du sujet des rescrits fiscales. On a une préconisation qui va dans ce sens. Comme on est dans un moment de redevabilité, moi je pense que c'est aussi, je vais y aller assez franco. À la base, Dominique et moi, on souhaitait donc en tant que co-rapporteur solliciter le fait que Bercy ne soit pas la seule administration à instruire les dossiers de rescrits fiscaux. Et finalement, ça n'a pas vraiment fait consensus dans nos rangs à la commission. Et donc, on a réussi, en atterrissant un peu atténué, à demander à ce que le ministère de la vie associative puisse participer au recours, donc au second examen de rescrits fiscaux. Donc, ce n'est pas la préconisation la plus puissante de l'histoire, mais au moins, on a pu au moins aborder la question. Est-ce normal que ce soit juste l'administration fiscale qui traite d'un sujet qui relève de l'intérêt général associatif? Et puis après, évidemment, le contexte politique. Beaucoup nous disaient que finalement, elle n'était pas tout à fait dysfonctionnelle, cette règle, même si dans un moment concurrentiel, elle court un risque, elle est fragile, parce que plus on est concurrentiel, plus on risque d'en sortir. On s'est quand même dit que politiquement, c'était pas trop le moment d'y toucher. Voilà. Moi, j'ai vu une autre sollicitation sur le bénévolat. Elle est là. C'est Christelle. Yes, on l'a sous les yeux. OK. Non, c'est pas ça que j'avais. Alors, si c'est celle-là. En faveur, merci beaucoup. En faveur de la valorisation des bénévoles, on n'en a pas fait énormément, principalement parce qu'on avait un avis qui nous a précédé du CESE, donc début de mandature, j'ai pas la date, mais on a un avis spécifique sur l'engagement bénévole associatif. Et donc, on s'est dit qu'on n'allait pas tout à fait, enfin, on n'allait pas réinventer l'eau. On fait référence plusieurs fois à des préconisations qui semblaient être adapté dans une thématique plus générale du financement, mais globalement, le gros du sujet bénévole est traité dans un autre avis du CESE. Il a été rapporté, d'ailleurs, si vous voulez des mots-clés pour les rechercher, par Marie-Claire Martel et par Jean-François Naton, tous deux représentants pour l'une du groupe des associations et pour l'autre du groupe de la CGT. Juin 2022. Ouais. OK, le lien sera dans le chat. Peut-être si on a encore un peu de temps devant nous, si certaines ont des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les renvoyer, comme ça, ça nous réactualise. Je crois qu'on n'en a pas évité, sachez-le.
La réponse ARF. Là, Peut-être vous dire que on voit les questions souvent, et on a eu d'autres questions avec l'AMF. Là, on a une qui revient sur l'ARF. Vous dire que les rencontres avec les responsables d'associations de collectivités font partie des rencontres à venir. Elles ne sont pas encore planifiées, mais elles sont dans notre feuille de route. On a déjà eu discussion avec l'AMF, mais plutôt informelle, et donc l'enjeu, c'est d'avoir un échange plus formel avec l'AMF. Et l'AMRF, pour les maires ruraux, va nous être aussi certainement important. Parce qu'en fait, globalement, la disparition silencieuse, enfin, le gros de la disparition des associations employeuses sont les petites et moyennes, et qu'en fait, c'est globalement des disparitions silencieuses qui se jouent principalement dans les zones rurales. Et donc, on a aussi beaucoup à voir avec l'association des maires ruraux de France. Il y a une question qui nous est apparue très technique, là, je ne sais pas si on pourra y répondre, je vais y aller franco, sur le jugement qui étend la notion d'intérêt des personnes physiques aux personnes morales. Moi, je ne sais pas y répondre, ou alors il faut que je m'y repose. Ou alors, si Georges, vous pouvez la reformuler par écrit. Oui, sur la question, je vois la question de Lydie là, sur les contrats aidés et leur baisse. Avec une difficulté également pour les associations. Nous portons une préconisation sur la définition de nouveaux contrats aidés avec un cadre bien précis. Donc, on porte une préconisation dans notre avis allant en ce sens-là, parce que les difficultés, on ne l'a pas dit dans notre rappel de contexte, mais il y a tellement de faits qui se cumulent aujourd'hui sur les difficultés des associations, mais la fin des contrats aidés des jeunes, ça a vraiment été là aussi un début de difficulté des associations en termes de soutien, enfin en termes économiques. Voilà, c'est un long processus que ces difficultés des associations. Et cette fin des contrats aidés a été un vrai tsunami. Et du coup, nous, on ne répond, on ne redemande, on ne préconise pas de remettre les emplois aidés sous la forme dans lesquelles ils existaient, mais de revenir, de reproposer des contrats aidés. Voilà. Je peux répondre. Monsieur Dussos, je pense qu'on est vraiment désolé, on ne sait pas répondre à votre question. Arrêtez à 30 30 ça. Ouais. Les Césaires. J'y vais pour les Césaires, tu veux que j'y aille? Ah oui. Question de Loïc Chussot sur les Césaires. Est-ce que l'avis a été échangé avec les Césaires, et si oui, comment s'en sont-ils emparés? Alors, peut-être vous dire qu'il n'y a pas de lien de subordination entre les CESE régionaux que sont les Césaires et le CESE national. Donc, il y a une association qui fédère l'intégralité des Césaires, avec laquelle on a eu du lien. Et ensuite, les Césaires font écho à l'avis du CESE s'ils le souhaitent. Voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose, si vous posez la question de comment vous pouvez agir, c'est évidemment intéressant que les Césaires se saisissent du sujet du financement associatif à l'échelle régionale, parce qu'il y a tout un panel d'activités ou de mesures qui pourraient être changées ou prises à des échelles régionales sans faire appel à des changements de loi. Voilà. Donc, nous, je disais, on s'est beaucoup préoccupé à concentrer nos préconisations sur les changements législatifs, mais il y a beaucoup à faire à des échelles régionales. Nos premiers liens, le Césaire Bourgogne-Franche-Comté se saisit, il me semble, du sujet. Non, on est saisi auparavant. Le Césaire Réunion s'en saisit, mais je crois qu'on en a un autre qui va s'en saisir. Peut-être vous dire, on est quand même dans un moment
ou les élections régionales arrivant, un certain nombre de régions sont en train de changer leur règlement et leur cadre de financement du monde associatif. Et donc là, il y a quelque chose qui peut se jouer entre les Césaires et les conseils régionaux en matière de reconstruction ou en tout cas d'adaptation des politiques de vie associative à l'échelle régionale. Et donc, c'est hyper important que les Césaires s'en saisissent. Voilà. Nous, on ne peut évidemment pas être coercitif ou injonctif. Ça se joue évidemment à la volonté. On est dans une logique de subsidiarité, même pas de subsidiarité, en fait, d'indépendance, hein, pas du tout de subsidiarité, je dis des bêtises. Et donc, voilà. Sachez quand même qu'il y a des représentants associatifs dans les Césaires et que vous avez évidemment possibilité d'en faire du lien avec eux pour faire remonter possiblement ces sujets au sein des hémicycles. Oui, peut-être sur les Césaires, vous dire, parce qu'on n'a pas été exhaustif, mais on a été, le Césaire Bretagne nous a demandé une audition. Il y a une rencontre qui va se faire au mois de mai, si je ne me trompe, avec le Césaire Nouvelle-Aquitaine. Et surtout, Martin vient de vous le dire, on a un président des Césaires de France qui a été au cœur même de la rencontre que Martin a pu avoir à La Réunion. Et on va avoir, par exemple, la présidente du Césaire Bourgogne-Franche-Comté qui va témoigner auprès de ses pairs, c'est-à-dire des autres présidents de Césaire, pour je veux dire, faire valoir ce travail, alors le travail bien sûr du CESE, mais comment on peut ensemble et collectivement, y compris avec les têtes de réseau des associations, enfin voilà, avec pas chacun dans son couloir de nage, mais de façon collective, eh bien, venir éclairer les pouvoirs publics, parce que j'ai vu apparaître la question des Pays de la Loire. Oui, effectivement, c'est un Césaire qui est très inquiet sur les coupes budgétaires qui ont eu lieu dans cette région. Et on a des témoignages. Il y a aussi Césaire des Hauts-de-France qui a participé à une réunion avec la Ligue de l'enseignement, par exemple, dans la Marne. Donc, vous voyez, il y a des interactions et nous, on en est ravis parce que c'est preuve que, alors, bien sûr, l'inquiétude est grande, mais que l'envie de s'associer et de porter du plaidoyer, de voir des propositions de loi, est enclenchée aujourd'hui. Je tente une réponse sur la question de la mobilisation et des méthodes, parce que finalement, c'est beaucoup revenu et je ne sais pas si on l'a beaucoup traité. Le CESE a pas forcément. Alors, le CESE est la chambre la chambre qui, quelque part, est le réceptacle de la société civile organisée. Et donc, le CESE et les Césaires sont des lieux dans lesquels le monde associatif trouve sa place et certainement doit pouvoir solliciter du temps et possiblement de l'espace pour s'organiser. En revanche, nous, là, en tant que co-rapporteur et représentant de notre commission et du CESE sur cet avis, on n'a pas vraiment vocation à organiser la mobilisation des associations. Et donc, on est toujours un peu à cette limite. On est un peu sur cette ligne de crête. Donc, non, nous n'avons pas de petits manuels de mobilisation avec des éléments de langage. Par contre, les organisations associatives, fédérations en ont. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit, mais du coup, je le redis. Surtout, ne restez pas seul. Si vous êtes représentant d'associations qui ne sont pas rattachées à des réseaux, ça reste, enfin, c'est, je dirais, le moment un peu plus que jamais de se rapprocher de vos réseaux sectoriels et transsectoriels pour participer des mobilisations qui pourraient venir demain ou en tout cas des mouvements qui vont se jouer en défense des libertés et des budgets. Voilà. Alors oui, moi, je ne fais que confirmer. On n'a pas de méthode clé. Et on fournit le matériau. Voilà, je vais me permettre de le dire comme ça. Et il y a aussi des forces, enfin, il y a aussi localement des possibilités de coalition. Il existe aujourd'hui et il commence à se créer des collectifs des libertés associatives. Je pense que c'est important de peut-être entre responsables d'associations de se dire voilà, est-ce que tu participes à des réunions où je te fais connaître telle rencontre, telle rencontre. Mais voilà, c'est vraiment
parce que c'est vrai que moi, je me sens démunie quand vous nous demandez, avez-vous des méthodes pour parler à nos adhérents? Alors, j'ai bien vu. Je pense que, bah, oui, vous en rencontrerez peut-être peu d'adhérents dans une première réunion d'information. Mais sachons partir petit, et même s'il n'y a que 10 adhérents qui sont présents, et s'ils sortent convaincus, la notion de cascade peut marcher. C'est-à-dire que ces 10-là vont en convaincre 10 autres. Et c'est aussi là faire preuve ce qu'on appelle du militantisme de terrain, de ne pas vouloir embrasser trop large, mais vraiment de mettre l'accent sur voilà, déjà peut-être les gouvernances des associations, les équipes opérationnelles des associations, et puis d'expliquer. Voilà, et faisons confiance à l'intelligence de chacun et chacune pour comprendre que l'heure est sûrement grave, mais il y a aussi le risque de faire très peur, donc il faut peut-être mesurer le propos. Mais pratiquement, alors je ne sais pas comment vous le dire, pour pas que ça soit mal pris. Mais cette question le financement, renforcer le financement des associations, euh, il ne faut pas le contraindre au niveau de l'activité économique, voire des emplois supprimés. Oui, bien sûr, c'est important. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est l'enjeu démocratique qui est le plus important aujourd'hui. Il suffit de regarder ce qui se passe par exemple, dans les Hauts-de-France. Les premières subventions qui ont été supprimées parce que l'association n'a pas voulu signer le contrat d'engagement républicain, c'était à une association qui accueillait les réfugiés. Donc, on a des exemples de coupures qui sont aussi marqués par le saut d'orientation, non pas d'une société diverse et d'accueillir et de rendre service, mais plus de restriction de liberté. Avec, voilà, donc, pas de recette miracle, mais peut-être déjà vos convictions personnelles sur le sujet, une boîte à outils qui est à votre disposition, et puis oui, se faire des alliés, y compris avec les adhérents, mais aussi avec les élus, vos élus proches de communes. J'ai bien vu passer entre les grandes villes, les métropoles et les communes. C'est sûrement plus facile dans une commune. Et puis, posons-nous la question. Nous, on a commencé comme ça dans notre commission, qui au départ se demandait où est-ce qu'on voulait aller avec Martin sur ce sujet-là. On leur a dit qui est adhérent d'une association. Et là, ils ont commencé à se poser la question. Nos collègues conseillers et conseillères, pour tout vous dire, hein, comment on peut, voilà, ça peut aussi, on peut sensibiliser. Voilà. Petit mot avant qu'on fasse notre conclusion, parce qu'on arrive bientôt à terme. Je reprends ce que disait Dominique sur le sujet démocratique. Je crois que c'est ça qui nous a marqué dans notre commission. En fait, on a démarré nos travaux en se disant finalement notre commission est bien représentative des points de vue et des postures des différentes orientations politiques de notre société. Oui, mais les associations, ça coûte cher. Oui, mais les associations, c'est des bénévoles, c'est pas toujours efficace. Oui, mais les associations, c'est essentiel. Oui, mais en même temps, elles sont pas pro. Voilà, classique. En fait, ce qui nous a permis de nous mettre tous et toutes d'accord et d'avoir cette approche de vote unanime au CESE, c'est de se donner le temps de regarder ce qui ne se compte pas, en fait. Et ce temps-là, on l'a eu grâce à votre parole, principalement sur le questionnaire, mais aussi pendant nos auditions. En gros, c'est le temps que l'on a pris pour se rendre compte à quel point l'action associative allait bien au-delà de son objet productif. En fait, l'objet productif d'une association, pour certains, certaines, on le connaît très bien. C'est d'ailleurs ça qui est souvent mis en avant dans les dialogues dits de gestion. Et qu'en fait, il y avait un impératif, si on voulait observer ce qui se jouait, d'observer le monde associatif pour son apport démocratique. Et c'est là, je pense, où on espère avoir fait de cet avis une boîte à outils qui permet la parole et qui permet la prise de conscience pour les responsables associatifs, mais pas que, parce qu'on s'adresse évidemment aux responsables politiques, on s'adresse globalement à la société tout entière, mais on a cette grande cible, nous, qui est le pouvoir politique et les cadres administratifs, qui est de dire il est important de sortir d'une approche purement productive et de moins observer l'association pour ce qu'elle fait, mais plus pour ce qu'elle est. Voilà. Et donc ça, pour nous, c'est aussi, on espère avoir créé la marche
qui permettent de réengager des dialogues différents avec des élus et des services administratifs qui vont au-delà d'une approche purement productive de l'euro pour tel service et ainsi de suite. Voilà. Sans allonger, mais c'est vrai que vos questions deviennent de plus en plus précises dans le chat. Je vois une question d'une responsable associative, a priori, qui a une petite association qui voudrait salarier une bénévole et sans avoir de financement pérenne, comment faire? Alors, nous, on sait, moi, je ne peux pas vous répondre là. Franchement, avec Martin, on ne sait pas et on ne peut pas vous. C'est qu'on ne sait pas vous répondre. Par contre, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous retourner vers une tête de réseau ou vers d'autres acteurs qui sont dans le même champ d'activité que ce que vous portez dans votre projet associatif. Et pour peut-être, en termes de conclusion, mais je ne sais pas, Martin, tu feras la tienne, mais en termes de conclusion, à Marie-Élodie qui nous pose cette question, la démarchandisation est-elle possible? Moi, j'ose répondre oui. Il faudra du temps, peut-être, mais si on s'est mobilisé et nos 20 préconisations de l'avis du CESE vont dans ce sens. Parce que voilà, quand on remet en question, y compris le cadre européen et la capacité des collectivités territoriales à ne pas appliquer, à financer, par exemple, les frais de fonctionnement, ils peuvent le faire. Ils ne veulent pas le faire aujourd'hui, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est aussi, voilà, il y a du travail à faire en termes de pédagogie et d'information. Mais alors, voilà pourquoi on parle de. Moi, je reste. Je crois au cycle. Je crois au cycle. Donc, je me dis que c'est pas perdu. Voilà. Et pour cela, mobiliser aussi les adhérents et la population nous semble particulièrement important aujourd'hui. Et pourquoi parlez-vous en termes de tête de réseau? De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Ben, je vais passer la parole à Martin, qui en plus est dans une instance et un éminent élu dans la gouvernance du mouvement associatif, qui est une tête de réseau. C'est-à-dire, vas-y. Peut-être à minima se rapprocher, ce qu'on parlait des têtes de réseau sectorielles, mais globalement, les grands secteurs d'activité sont organisés en collectifs d'associations à l'échelle nationale, puis ensuite aux échelles territoriales. Ça peut s'arrêter en région, mais ça peut aller jusqu'au département, voire à des intercommunalités. Et puis ensuite, ces têtes de réseau ou ces réseaux sectoriels s'organisent en réseau transsectoriel, c'est-à-dire en collectif d'associations de tous les secteurs. Moi, j'en suis un des représentants au sein du CESE, je suis représentant du mouvement associatif, qui est en fait la fédération des fédérations associatives. J'en suis le vice-président à l'échelle nationale, mais il y a des mouvements associatifs aux échelles régionales. Et typiquement, ces organisations-là ont fonction de défendre les cadres généraux du monde associatif, mais aussi de faire le lien entre associations et entre secteurs d'activité associatifs pour créer de la cohésion, de l'entraide, des réflexions d'évolution de politique publique et ainsi de suite. Voilà. Et donc c'est globalement dans ces instances-là que se jouent les espaces de l'entraide et surtout de l'action politique au sens noble, c'est-à-dire de l'action qui tend à faire évoluer les cadres de politique publique et les orientations politiques. Et donc, peut-être moi, en guise de conclusion, je peux reprendre ce sujet de est-il possible de démarchandiser? Absolument. Maintenant, la grande question, c'est quelle mobilisation mettre derrière pour y arriver? Le CESE, nous, je dirais, on a fait notre boulot de construire un peu la marche. Notre travail a été de donner la parole de la société civile organisée dans sa diversité au sein d'une institution constitutionnelle, le CESE. Le but maintenant, c'est de construire les organisations qui pousseront à sa concrétisation. Et donc là, évidemment, les réseaux associatifs ont un rôle et le mouvement associatif joue un rôle. Mais par-delà ça, vous avez un rôle à jouer. Votre mobilisation sur cet avis a été décisive, je pense. Voilà, on ne remerciera jamais assez, on ne vous remerciera jamais assez. Ça a poussé le CESE à s'appliquer fortement dans ce travail, mais aussi ça nous a permis de bâtir avec finesse constats et préconisations. En fait, l'intelligence collective est extrêmement fonctionnelle. La question, c'est comment on l'organise et comment elle se déploie. Voilà. Notre constat à nous sur cet avis-là, c'est que nous ne sommes plus à l'heure des dissensus.
La majorité des retours que nous avons collectés sont consensuels, en tout cas tirent dans la même direction. Maintenant, l'enjeu, c'est la mise en action. Voilà. Il est 45. Voilà, on arrive au terme de notre webinaire de redevabilité. Donc voilà, avec tous ceux et toutes celles et ceux qui sont ici au Conseil économique et qui nous entourent avec Martin, ben, nous vous remercions très sincèrement pour votre mobilisation, pour les questions que vous nous avez posées qui ont alimenté le débat. On va les relire et si certaines de vos questions nous permettent de vous apporter des compléments, bien entendu, on reviendra, on vous poussera une réponse. Voilà, je pense qu'on peut prendre cet engagement-là. Et voilà, on vous remercie pour tout et surtout, continuons à rester coalisés, motivés et à très vite, j'espère, pour de futurs échanges, qui sait, ou des rencontres dans les territoires. Merci beaucoup à chacune et chacun. Merci beaucoup. On a été près de 200. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu le nom. On aurait voulu faire autrement que par le chat. On aurait aimé pouvoir faire avec la parole de tout le monde, mais on était beaucoup trop nombreux et nombreuses pour y arriver. Voilà, peut-être un petit mot aussi d'excuse sur ce sujet un peu descendant, mais c'est quand même assez encourageant de voir qu'on peut être aussi nombreux et nombreuses sur le sujet. Voilà, merci pour tout. Bientôt.